Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, les athlètes malgaches ne sont pas seuls aux Jeux Olympiques de Paris, a déclaré le président Ange Razouel. Il est d'ailleurs le premier à leur soutenir. À cet effet, il est venu leur rendre visite au village olympique pour les encourager afin qu'ils remportent la première médaille olympique dans toute l'histoire de Madagascar. Judika El Ranjanerin, Andra Zanjebe et Eras Lufarmanan pour plus de détails. Les 7 athlètes malagasy sont à Paris pour défendre l'honneur du pays et chercher la victoire. Le président de la République Ange Razouel est venu au village olympique pour les soutenir et les encourager, pour leur démontrer qu'ils ne sont pas seuls et que toute la population malagasy est derrière eux. Ces 7 athlètes n'ont pas à avoir honte face à leur adversaire. Ils sont prêts et ont la mentalité pour gagner. Victoire qui sera particulière car ce sera la première médaille olympique remportée par Madagascar depuis toute l'histoire des JO. Le président de la République leur a donné sa bénédiction pour cette victoire. Cette visite du président de la République Ange Razouel au village olympique les a encouragés et les pousse à gagner. Sur les 7 athlètes malagasy participants, 2 ont été éliminés. Le président a encouragé les 5 restants pour rendre la population fière. On compte encore 2 athlètes en athlétisme, Sidonie Fiadanantsu au 100 mètres et Rizavatumanga Gardine au 100 mètres. Oulian Tsarabedzon continuera à se battre pour Madagascar dans l'épreuve de natation, alors que Jonathan Raharvel a été éliminé. Rosina Randafiarson est attendue pour remporter la médaille en haltérophilie des moins de 49 kg. Les Malagasy attendent également l'entrée en scène de Laura Rasouanev en judo des moins de 70 kg mercredi prochain. Et après avoir honoré l'invitation spéciale du président français à assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et leur rencontre à l'Élysée, le président Ange Razouel est arrivé en Guinée-Bissau pour visite d'État. Une visite qui renforcera la diplomatie économique que Madagascar entretient aujourd'hui avec de nombreux pays. Il a atterri à Bissau dans l'après-midi où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Carlos Pinto Pereira et par un responsable du ministère de l'Intérieur, Marciano Silva Barbero. Cette visite en Guinée-Bissau durera 2 jours. Plusieurs projets de collaboration devraient être établis dans ce domaine. Toujours un reportage de Judika El Ranjanerin, Eras Lufarmanan et Andra Zanjebe. L'avion qui a conduit le président Ange Razouel a atterri à Osvaldo Vieira, l'aéroport de Guinée, à 14h45. Il a été accueilli par 2 ministres, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Carlos Pinto Pereira, et le ministre de l'administration territoriale, Marciano Silva Barbero. La population de Guinée-Bissau, quant à elle, a attendu le président dans les rues reliant l'aéroport à la ville. La visite en Afrique du président Ange Razouel commence en Guinée-Bissau. Lors de ce voyage, le président de la République de Madagascar rencontrera 2 présidents africains, le président Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et le président angolais et président du groupe de la SADC, João Lourenço en Angola. 2 pays d'Afrique, membres de la CEDEAO et de la SADC. Son séjour en Guinée-Bissau est important, tant pour Madagascar que pour ce pays. Il est accompagné par le ministre de la Défense, le général Lala Saïvel, et son conseiller spécial Patrick Razouel. Le président Ange Razouel a toujours porté haut la voix de l'Afrique lors des sommets et conventions. Et la réunion qui se tiendra à Bissau confirme la vision qui a conduit les pays du Sud à œuvrer ensemble pour progresser. La fraternité entre les présidents et les 2 pays est renforcée car le président Umaro Sissoko a assisté à la cérémonie d'investiture du président Ange Razouel à Mamassen lorsqu'il a été réélu président.
Et la réunion, qui aura lieu à Bissau, sera la continuation de leur rencontre qui s'est tenue à Yavlou en janvier dernier. La Guinée-Bissau est le 3e producteur et exportateur mondial de noix de cajou. Elle est également l'un des premiers pays à avoir importé du CVO de Madagascar lors du Covid-19. Le président y visitera également une usine de transformation de noix de cajou et rencontrera le ministre du Commerce et de l'Industrie locale. La signature d'une coopération entre les deux pays est également attendue lors de ce voyage. Et en guise de la bonne entente et la confiance mutuelle entre les deux pays, une cérémonie de remise de clés au président Andrazouen par le maire de Bissau aura lieu. Et dans le pays, une exportation illicite d'or dans la rivière de Saavatuin, dans le district de Vavaten, a été suspendue par le ministère des Mines le week-end dernier. Tous les matériels, tels que les dragues et les excavateurs, ont été saisis par la police des Mines. L'enquête se poursuit au niveau des juridictions compétentes. Les détails. Le district de Vavaten est riche en métal jaune. Seule une des 10 communes n'en possède pas. Cependant, la population n'en profite pas. Seulement, quelques personnes cherchent à monopoliser l'exploitation minière et parfois, cela se fait d'une manière illicite. Depuis un mois, par exemple, une exploitation d'or s'est installée dans la rivière Saavatuin, Fuktan-Vuileng, commune de Vavaten. Le maire de cette commune s'est plainte car aucune ristourne n'est parvenue dans les caisses de la commune. Des responsables auprès du ministère des Mines ainsi que la police des Mines se sont rendus sur place le week-end dernier et ont vérifié les autorisations des exploitants, mais ces derniers n'en avaient pas. La police des Mines a procédé à la suspension d'activité des exploitants et à la saisie des matériels, tels que les dragues et les excavateurs. Après enquête effectuée par la police des Mines, l'affaire a été remise entre les mains des juridictions compétentes. Selon les explications, la lutte contre les exploitations illicites par le ministère des Mines de nos richesses naturelles, notamment l'or, se poursuit. L'on attend la suite de cette affaire. Et dans les actualités sociales, 36 femmes sont actuellement détenues dans la maison de force de Manzakanjin. Certaines s'occupent en faisant des travaux manuels, si d'autres sont membres d'une chorale. La cellule de prière, conduite par maman Olga Radzuel, y est venue ce jour pour réconforter ces femmes détenues. Fin de scène à Mireille, Yves Chanel. Ces 36 femmes détenues à Manzakanjin ont déjà été jugées. Certaines font partie d'une chorale. Chaque mardi et mercredi, elles font des travaux tels que la fabrication de savon. L'argent permettra de leur acheter de la nourriture. La cellule de prière, conduite par maman Olga Radzuel, est venue sur place ce jour pour les réconforter et pour prier pour elles. Elle n'est pas venue les mains vides, mais a également apporté des aides à ces femmes. Plusieurs hauts responsables de Manzakanjin, notamment le maire et le chef district adjoint, sont venus assister à cet événement. Et 100 personnes handicapées vivant à Kamassou ont reçu des équipements aujourd'hui. En raison de leur coût élevé, la plupart des personnes en situation de handicap au sein de ce centre ne peuvent pas se procurer d'équipements tels que les fauteuils roulants ou les béquilles et bien d'autres, selon les informations. Pour soutenir ces personnes, la coopération de tous est nécessaire, a déclaré la représentante de la diaspora malgache de la Réunion qui a remis ses dents. Andeniana Martina, Sech Anjanab. Akamassou est un centre qui accueille les familles vulnérables. Il est géré par le père Pedro Opeka. Malgré l'aide de l'administration, les habitants d'Akamassou restent confrontés à diverses difficultés, dont le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour soutenir les efforts du père Pedro en faveur des plus démunis, l'association de la diaspora malgache de la Réunion a fait don d'équipements aujourd'hui à 100 personnes handicapées et ayant des problèmes de santé résidant à Akamassou. On a distribué des chaises roulantes, des béquilles, on a également distribué des barquettes de nourriture, également quelques matériaux médicaux. Voilà, on est très heureux et très reconnaissant d'avoir pu distribuer tous les dons qu'on a reçus de chaque personne à Kamassou. Et aussi grand merci aux donateurs qui, grâce à eux, on a pu justement venir les mains pleines pour les enfants qui sont en difficulté à Madagascar. Conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers leur pays d'origine, les membres de cette association
ont choisi de faire ce don pour contribuer au développement du pays. Un financement provenant des activités qu'ils organisent en collaboration avec les membres de la diaspora malgache de La Réunion. Par ailleurs, 100 enfants ont également bénéficié de cantines scolaires et de livres parallèlement à cet événement. Et en économie, le carnaval des baleines de Sainte-Marie aura lieu du 10 au 18 août cette année. Une grande occasion pour la population locale d'accueillir de nombreux touristes venant de toute l'île, mais également du monde entier. Comme à chaque année, plusieurs activités sont au programme, à part le spectacle donné par les baleines. Un reportage de Saï-Sylvain et de Sejan Janab. Le passage des baleines à bosse, notamment lors de la période des vacances, un événement unique chaque année pour Madagascar. De juin à octobre, il est presque impossible de trouver une place pour les vols vers Sainte-Marie en raison de l'affluence de touristes attirés par ce grand rendez-vous. De plus, Madagascar est le premier pays de l'océan Indien à bénéficier de ce spectacle offert par les baleines à bosse. Pour cette année, le carnaval des baleines aura lieu du 10 au 18 août. Cet événement qui rime également avec la promotion du tourisme à Madagascar. Environ 110 000 touristes sont venus à Madagascar au cours des 6 premiers mois de cette année, selon le rapport du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ce chiffre devrait augmenter davantage après les vacances. Côté sport, le Zatovo FC et le FMA sont sortis vainqueurs de l'International Youth Spantana Tournament organisé par la Spantana Academy. Le niveau des jeunes joueurs de foot à Madagascar est très élevé et on peut s'attendre à ce que le foot ait de belles perspectives selon les responsables venus sur place assister à la finale au Spantana Bypass. Reportage de Narsour Azakassan et de Adza Ranjanundi. Les parents ont été enthousiastes lors de cette finale de l'International Youth Spantana Tournament. Le match entre Spantana en vert et Zatovo FC en bleu a donné le coup d'envoi de cette finale dans la catégorie des moins de 11 ans. Cette finale a été très disputée. Aucune équipe n'a marqué à l'issue du temps réglementaire et le match s'est terminé par les tirs au but, donnant la victoire aux Zatovo FC. Dans la catégorie des moins de 13 ans, le FMA en rose-violet et l'LGCO Plus en vert se sont affrontés en finale. Au cours des 10 minutes du temps additionnel, le FMA a marqué son premier but, rattrapé par l'LGCO. Mais après un coup franc, le FMA a de nouveau marqué. Le score final a donc été de 2-1 en faveur de l'EFMA. Le FMA et le Zatovo FC sont donc les grands gagnants de ce tournoi. Participer à de telles compétitions internationales est un avantage pour ces enfants car cela leur permet de se développer afin d'espérer un brillant avenir. Andrati Vahin, le député du district d'Atsimjan, a également souligné que ces enfants peuvent briller à l'international. Les organisateurs ont été satisfaits de ce tournoi et envisagent de l'étendre pour d'autres tranches d'âge. Et à l'international, le président sortant Nicolás Maduro, 61 ans, a été réélu pour un 3e mandat à la tête de Venezuela. Mais l'opposition revendique la victoire et refuse les résultats proclamés dimanche soir par le Conseil national électoral, qu'elle accuse d'être aux ordres du pouvoir. L'opposition a reçu le soutien rapide d'une partie de la communauté internationale. France 24. Dès l'annonce des résultats, des partisans de Nicolás Maduro célèbrent la victoire de leur candidat. Le chef de l'État sortant vient d'être déclaré vainqueur de l'élection. Devant le palais présidentiel, le successeur d'Hugo Chavez savoure son succès. Il y aura la paix, la stabilité et la justice après le 28 juillet. À partir d'aujourd'hui, je suis Nicolás Maduro Moros, président réélu de la République bolivarienne du Venezuela. D'après le Conseil électoral proche du pouvoir, Nicolás Maduro recueille 51,2% des suffrages exprimés, un résultat présenté comme irréversible par l'autorité en charge du scrutin, qui s'appuie pourtant sur le dépouillement de 80% des bulletins.
Inacceptable pour l'opposition réunie autour de la candidature unique d'Edmundo González Urrutia. Après la fermeture des bureaux de vote, les adversaires du président se montraient pourtant confiants quant à leurs chances de victoire. Pour María Corina Machado, chef de file de l'opposition, le résultat ne fait aucun doute. Edmundo González Urrutia a obtenu 70% des voix lors de cette élection. Et Nicolás Maduro a obtenu 30% des voix. C'est la vérité. Plusieurs capitales ont elles aussi contesté les résultats officiels. Anthony Blinken a fait part de ses sérieux doutes, tandis que le Chilien Gabriel Boric a dit ne reconnaître aucun résultat qui ne soit pas vérifiable. L'opposition espérait tourner la page de 25 ans de chavisme au Venezuela. Longtemps l'un des plus prospères d'Amérique du Sud, le pays a vu son PIB s'effondrer et des millions de personnes fuir la pauvreté. À l'approche du scrutin, le régime a écarté plusieurs opposants à Nicolás Maduro et limité l'observation du vote. Et le président russe Vladimir Poutine a prévenu les États-Unis qu'en cas de déploiement de missiles longue portée par Washington en Allemagne à partir de 2026, comme l'ont annoncé les deux pays lors du sommet de l'OTAN le 11 juillet, la Russie positionnerait de missiles de portée similaire capables de frapper l'Occident. France 24. Une démonstration de patriotisme à Saint-Pétersbourg à l'occasion d'une parade navale de la marine russe. Sous les hurrahs des militaires, Vladimir Poutine est venu galvaniser ses troupes, mobilisées sur plusieurs fronts dans la guerre contre l'Ukraine. En pleine cérémonie, le maître du Kremlin fait une annonce retentissante. Il menace de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire. L'administration américaine et le gouvernement allemand ont annoncé leur projet de déploiement des missiles de précision à longue portée en Allemagne à partir de 2026. S'ils mettent en œuvre ces plans, nous serons libérés du moratoire unilatéral adopté sur le déploiement de nos capacités de frappe à moyenne et courte portée. Ce type d'armement, avec une portée pouvant atteindre les 5500 km, a longtemps fait l'objet d'un traité de limitation entre Washington et Moscou, signé du temps de l'URSS. Mais en 2019, les deux puissances rivales ont annoncé leur retrait, chacune accusant l'autre de ne plus en respecter les dispositions. En marge du dernier sommet de l'OTAN, l'annonce américaine d'un déploiement dès 2026 de missiles de précision à longue portée en Allemagne a provoqué l'ire de la Russie, qui dénonce un retour à la guerre froide. Nous pouvons et nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Et nous le ferons ensemble. Nous investissons dans notre force future pour que l'OTAN soit toujours prête à faire face aux menaces auxquelles elle sera confrontée. Voilà le message clair que nous envoyons au monde. Message reçu par le Kremlin. Vladimir Poutine a averti dès la mi-juillet que les capitales européennes deviendraient des cibles légitimes pour la Russie en cas de déploiement de missiles américains sur le continent. Pour terminer, en Italie, la région de Toscane prévoit une subvention de 30 000 € pour les personnes souhaitant acheter une maison dans les villages de montagne. Certains étrangers peuvent y prétendre. France 24. Nichée dans la vallée du Serchio, Fabbriche di Vergemoli. Petite commune qui compte aujourd'hui 770 habitants, soit 5 fois moins qu'il y a 100 ans. Ce magasin est son unique commerce. On s'est adapté en proposant des services supplémentaires comme les recherches de forfaits téléphoniques. On fait aussi tabac car avant il y avait le bar mais maintenant il a fermé. Une cinquantaine d'habitations sont inoccupées. Cette maison est en vente depuis 2020. Ici, on entre dans la cuisine. Gabriele a 27 ans. Il vient de quitter la ville de Livourne, 158 000 habitants, pour le calme de la campagne. Ici, nous avons la chambre parentale. Actuellement en location avec sa fiancée, il envisage d'acheter. Le propriétaire demande 58 000 €. Il peut s'appuyer sur une aide généreuse. 10 000 à 30 000 € sont proposés aux nouveaux propriétaires. C'est un coup de pouce énorme. On n'a pas tous les ressources économiques qui peuvent donner accès à la propriété, à l'achat d'une maison. Une subvention alléchante, réservée aux nouveaux résidents de 119 communes de montagne qui comptent moins de 5 000 habitants.
Pour le maire, c'est l'opportunité d'attirer de jeunes couples. Il y a actuellement 10 enfants à l'école élémentaire, c'est très peu malheureusement. Il faut ce genre d'incitation pour maintenir l'école ouverte à long terme. La région toscane consacre une enveloppe de 2 800 000 € à cette mesure, qui a déjà attiré plus de 1000 candidatures. On va chercher à stimuler le dynamisme de ces petits bourgs en encourageant l'ouverture de commerces, en assurant les services de transport public, en construisant des maisons de communauté et des centres médicaux. Le programme s'inscrit dans un projet de loi plus vaste, visant à dynamiser les localités rurales de la région, pour y voir un peu plus de linge étendu sous les fenêtres. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film thriller Immaculée. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.